Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... The reason that John said he was here was that he was a soldier in an Army unit in 2036, and his mission was to go back in time and obtain one of the world's first personal computers. It was manufactured by IBM. It's called the 5100. According to him, he completed his mission and he got it. Des histoires étranges de l'ère numérique. L'an 2000 n'était pas seulement l'année ultime du bug informatique, mais aussi une année où un mystérieux voyageur du temps a fait une apparition sur Internet. John Titor, originaire de la Floride, affirme provenir de l'an 2036 et se déplacer entre les époques via une machine à voyager dans le temps. Non seulement il a décrit avec précision les détails de ses voyages, mais il a aussi prédit plusieurs événements majeurs pour l'humanité. Ouvrez vos esprits et accompagnez-nous dans ce voyage entre le réel et la science-fiction. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien, Émile Gauthier. Toi, comment vas-tu? Ça va très bien parce que, écoute, on boit une bière ce soir qui se nomme Quelques arpents de neige. Oh. Ça tombe bien, l'hiver commence ici au Québec. Ça nous vient des Brasseurs du Temps, qui est une microbrasserie de Gatineau. Écoute, c'est une double blanche à 8,5% d'alcool. Oui, c'est pas pour les faibles. Exactement. Une blanche quand même assez riche, je te dirais. Oui. Donc, c'est merveilleux. Et cette bière-là est une gracieuseté de Luce de Montréal qui nous l'a offerte grâce à la tournée de bière sur notre site web. Donc, si vous voulez encourager le show, si vous voulez encourager Distorsion, rendez-vous au distorsionpodcast.com. Vous allez voir l'onglet tournée de bière juste en haut dans la bannière. Et puis, vous pouvez nous offrir justement une bière de votre choix via les instructions PayPal. Suggérez-nous une bière de votre région, puis nous, ça va nous faire plaisir de la trouver et de la déguster en ondes. Donc, merci à toi, Luce, de nous encourager. Et on a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Clarinacos ou Clarinachos, tout dépendant de comment on veut le prononcer. Qui nous dit « Bravo, je viens de découvrir votre podcast. Excellent travail. C'est le type d'histoire que j'aime bien écouter. Merci à toi, Clarinachos du Canada. » Donc, c'est très apprécié. Si vous voulez faire, je dis comme elle, parce que j'ai l'impression que c'est une femme à cause du Clary, j'ai l'impression. N'hésitez pas à aller nous donner une review sur Apple Podcast, mais aussi sur Google Play ou Stitcher, peu importe la plateforme que vous écoutez ou sur Balado Québec. Donc, n'hésitez pas à nous donner un review 5 étoiles. Pour nous, ça nous aide à notre visibilité et ça nous fait toujours chaud au cœur de recevoir tout votre amour. Aussi, on vous invite à poursuivre la discussion par la suite après l'épisode sur le groupe Facebook. Donc, c'est facile, c'est Distorsion Podcast, groupe de discussion. Vous pouvez nous rejoindre via notre page Facebook. On est très facile à trouver. On approuve tout le monde. Vous avez juste à faire une demande. Et puis, si vous avez l'air gentil, on va vous approuver. C'est un endroit parfait pour justement discuter des sujets qu'on aborde à Distorsion, mais aussi de faire des suggestions et aussi de parler de d'autres trucs en fait qui touchent le numérique, qui touchent les mystères, les légendes urbaines, les true crime. Et vous allez voir, vous allez vous faire des amis là, très, très facilement. Et nous aussi, on y participe très activement, donc n'hésitez pas. Le sujet de ce soir, ça a été quand même une demande spéciale qui nous a été demandée souvent. Oui, quand même. On était hésitant à le faire. C'est le sujet de John Titor, qui est ce fameux voyageur du temps. Oui. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes dans le cours de l'humanité qui ont prétendu faire des voyages dans le temps. Et là, ce soir, là, on va devoir ouvrir nos esprits. Vous le savez, à Distorsion, on accepte tout le monde, on accepte toutes les façons de penser. Il y a rien de tabou ici. Donc, ce soir, on va aborder quand même avec un peu de sérieux la notion de voyage du temps. Toi, Seb, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois? En fait, moi, depuis que je suis très très jeune, depuis la sortie du film Back to the Future, Retour vers le futur, le voyage dans le temps m'a continuellement fasciné. Et un peu comme n'importe qui, hein, c'est un thème qui est quand même présent dans la littérature et dans les films là, depuis longtemps, qui peut amener à toutes sortes de scénarios.
On a toujours voulu revenir dans le temps pour changer nos erreurs, changer des événements, des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pour gagner à la loterie. Oui, entre autres, mais souvent, le premier geste qu'on a quand on voudrait revenir dans le temps, c'est une erreur qu'on a fait, ou un geste, ou quelqu'un qu'on voudrait reconquérir, ou qu'on a perdu, qu'on voudrait... Une blonde qui nous a laissé. Oui, ça, souvent, c'est souvent un prétexte, mais oui, comme à peu près tout être humain. Mais en même temps, même si je le sais que c'est super agréable, ça serait vraiment agréable, c'est vrai que les conséquences qu'on amène, mais que la science-fiction amène aussi, que on peut changer le cours du temps et complètement changer notre vie actuelle si on voyage dans le passé en changeant un élément, hein, un coup d'aile de papillon peut tout bouleverser, comme dit l'expression. C'est cet aspect-là qui me fait un peu peur si on devient à être capable de voyager dans le temps. Et justement, on va en parler durant l'épisode, mais justement, il y a un peu comme dans l'effet Mandela, des univers parallèles qui se suivent et qu'il y en aurait plusieurs aussi selon justement comment le cours du temps aurait été modifié et chaque fois qu'il y a une modification, il y aurait un nouvel espace-temps qui se crée. Donc tout ça, c'est un peu, puis c'est dur à concevoir aussi pour l'être humain, mais en même temps, ça fait un peu peur. C'est cet aspect-là qui me fait peur, mais j'aimerais ça un jour qu'on soit capable de voyager dans le temps, mais faudrait vraiment réguler ça. Hein. Si tu y penses, on peut pas donner cet accès-là à n'importe qui. C'est vrai que c'est un peu surréaliste. Toi, ton point de vue par rapport au voyage dans le temps et ton désir Ben en fait, moi j'ai l'impression que au niveau technologique, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Dans le sens que il y a tellement de recherches qui se font au niveau de l'accélération des neutrons, par exemple, de recherches qui se font au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire. On va en parler plus tard dans l'épisode, mais il y a des milliards de dollars qui sont investis actuellement dans le monde sur des technologies qui permettent d'une certaine façon à étudier des univers parallèles, puis des trous noirs, puis étudier les origines du Big Bang et tout ça. Puis c'est des notions qui touchent un peu au voyage du temps. Même quand on étudie les théories de Einstein, par exemple, et la vitesse de la lumière et tout ça, ça touche les univers parallèles d'une certaine façon. Puis la notion de trou noir, Stephen Hawking aussi même en a parlé beaucoup. Donc j'ai l'impression que on est à une époque où il y a un peu plus d'ouverture scientifique à ce niveau-là. Puis je serais pas surpris qu'on fasse des découvertes au cours des prochaines décennies là-dessus, là, à savoir est-ce qu'on va tous embarquer comme dans Retour vers le futur dans une DeLorean et puis choisir le moment où on voyage? C'est une bonne question, mais j'ai l'impression qu'au niveau technologique, il y a certains progrès qui se font. Hein. Ah oui, t'as raison. La physique, en fait, tout ça touche la physique quantique, on va y revenir, mais c'est un domaine hyper complexe. Là, vous allez voir durant l'épisode, on pourra pas tout vulgariser, toute la conceptualisation du voyage dans le temps, parce que c'est des principes et des concepts assez avancés de physique qui me dépassent complètement. Si ça te dépasse, Seb, ça doit dépasser pas mal de monde. Oh oui. Donc, plusieurs sujets à aborder ce soir. Je pense qu'on va bien s'amuser. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ce voyage extratemporel? Oui, monsieur. Let's go. Le 2 novembre de l'an 2000, un certain Time Travel Zero publie plusieurs messages sur le forum de Time Travel Institute sur le site curiouscosmos.com. On se rappelle, à l'an 2000, c'est une année charnière au niveau informatique. Hein? Il y avait le fameux bug de l'an 2000, le Y2K, et tout le monde croyait que on allait perdre notre argent dans les comptes bancaires, tous les systèmes informatiques n'allaient pas se remettre à jour. L'électricité allait manquer. Exactement, c'était la panique mondiale. Ah oui, il y avait la culture de la peur, mais finalement, on a bien géré le problème à temps, en fait, parce que l'important, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé du tout, parce que on le savait depuis des années qu'il fallait régler le problème informatique. Faut pas se leurrer, là. Je veux dire, vu qu'on le savait d'avance, il avait prévu quand même la conséquence, là. Fait qu'il y a pas eu vraiment de dommages, mais aussi, c'était un écosystème qui était vraiment différent l'an 2000, hein. C'était le boom Internet. Je sais pas si vous vous souvenez, Yahoo dominait les moteurs de recherche et même comme portail. Maintenant, c'est un peu moins à la mode, dans les portails. Maintenant, le portail, c'est Facebook. C'est vrai. Si on veut. Donc, c'était vraiment un autre écosystème et justement, c'est l'ère avant Facebook où ce qu'on allait énormément sur les forums de discussion. Il n'y avait pas de Reddit à l'époque non plus qui a un peu aussi tué les forums de discussion. Donc, le Time Travel Institute, là, ce forum-là, sur curiouscosmos.com, c'est justement un forum spécialisé dans les discussions autour du voyage dans le temps. Oui, exactement.
Justement, Time Travel, lorsqu'il publiait ses messages, dès le premier message, il n'a pas niaisé avec ça. Il nous a tout de suite indiqué qu'il venait du futur, de l'an 2036, et qu'il avait voyagé dans le temps. Et il nous donne tout de suite des détails par rapport à la machine de voyage dans le temps qu'il utilisait, qui était composée de 6 modules. Et dans ses interventions, il était quand même assez précis au niveau des composantes de la machine. On va y revenir un petit peu plus tard. De plus, les gens commençaient à le questionner sur le voyage dans le temps et il répondait tout bonnement aux questions, quand même avec une certaine précision technique qui peut être dur à dire que c'est pas vrai, en fait. Si on pourrait dire ça. Donc, il s'exposait pas toujours parce que ce Time Travel 0, on va y venir, mais c'est en fait John Titor, le sujet de cet épisode, mais il a jamais vraiment signé ses textes ou ses commentaires avec le nom John Titor. Il utilisait toujours ce pseudonyme là, de Time Travel 0, en fait. Oui, exactement. Sur ce forum-là, il utilisait le pseudonyme Time Travel. Autre particularité, lorsqu'il signait, il y avait toujours une image qui était au bas de sa signature, qui, selon ses dires, qui représentait le logo du groupe militaire à laquelle il appartenait. Et c'était quand même assez particulier. Le logo, c'est un cercle. Si vous le googlez, le John Titor logo, vous allez le voir. Là, c'est différents cercles qui sont comme un peu imbriqués. Des genres d'ellipses. Oui, exact. Qui s'entremêlent. Exactement, qui ont l'air des satellites, on pourrait dire. Puis sur certains logos, il y a les lettres LBDG, mais il n'y a aucune explication sur l'acronyme que ça veut dire nulle part. Donc, c'est un peu un gros mystère. C'est en janvier 2001, en fait, que le fameux John Titor apparaît sur le forum de discussion Art Bell BBS. En fait, c'est toujours Time Travel qui publie, mais sur ce forum-là, il était obligé de donner, en plus de son pseudonyme, de donner un nom complet. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit le nom apparaître de John Titor. Pour la première fois. Pour la première fois, exactement. Et je vous lis son premier post traduit librement du 27 janvier 2001. Bonjour, je suis un voyageur du temps qui provient de l'an 2036. Je suis sur le chemin du retour après avoir obtenu un ordinateur IBM de type 5100 qui vient de l'année 1975. Ma machine à voyager dans le temps est une masse stationnaire avec une unité de déplacement temporel qui a été manufacturée qui a été produite par General Electric. Ce bout-là, on va vous le lire en anglais parce que la traduction des termes est très... C'est pas évident. C'est vraiment pas évident en français. The unit is powered by 2 top spin dual positive singularities that produce a standard offset Tipler sinusoïde. Je serais... Oui, si vous comprenez pas beaucoup les termes, ne vous sentez pas trop seul. C'est un peu la même chose pour nous. Faut faire des recherches. On vous en reparle après. Et il conclut, je serais très heureux de publier des photos de la machine. Donc, c'est son premier message publié sur le forum, en fait. Oui, exactement. Et ça suscite quand même un certain intérêt, mais discret à l'époque, en 2001, sur ce forum-là. Là, c'était pas encore, ça n'a pas été relevé tant que ça par les médias. Le lendemain, il publie un deuxième message. Mon premier voyage a eu lieu de 1936 à 1975, donc il a basculé de 61 ans. Je suis ensuite allé de 1975, donc pour aller récupérer l'ordinateur IBM, à l'an 2000, soit 25 ans d'écart entre les deux. L'an 2000, donc la date à laquelle il publie le message actuel. Il continue. Plus tard cette année, l'une des deux fenêtres favorables s'ouvrira. On s'entend des fenêtres pour voyager dans le temps. Et je reviendrai à mon année initiale, soit 2036, c'est-à-dire 35 ans plus tard. Je suis ici maintenant pour des raisons personnelles. La page web n'est pas à moi. Il parle du forum de discussion. Je parle en ligne depuis environ 3 mois et la page est une collection de différents documents et images que j'ai envoyés à d'autres personnes. Et il conclut, de plus, je réalise qu'il n'y a aucun moyen pour quiconque de me croire avec une certitude absolue. Effectivement. Alors, j'espère que je suis au moins divertissant. Il y a quand même le sens de l'humour, là, John. Oui. Vous serez peut-être intéressé de savoir que même en 2036, il y a un grand nombre de personnes qui ne croient pas au voyage dans le temps. Es-tu sûr que la planète Terre est ronde?
Oui. C'est drôle parce que actuellement, ça fait quand même jaser dans les médias, sans les appeler les hurluberlus. Il y a certains regroupements aux États-Unis qui organisaient justement un lancer de fusées. Ils appelaient ça, je pense, la flat conquer, en tout cas, pour prouver que la Terre, elle est plate. Finalement, c'est arrivé dernièrement et finalement, le gouvernement américain a interdit le lancement de ces fusées-là. Mais je trouve ça quand même drôle que dans un vieux post de John Titor des années 2000 qui nous interroge sur le fait est-ce qu'on croit que la Terre est toujours ronde. C'est quand même d'actualité, même si c'est un peu étrange qu'on parle encore de... Mais j'ai l'impression qu'on va avoir ce débat-là encore dans 100 ans, moi, sur la forme de la Terre. La conspiration, ça fait partie du conspirationnisme. Donc, c'est comme ça qu'il conclut son deuxième message, en fait. Et il a continué à publier, mais généralement, il donnait pas beaucoup de détails. Il faisait plus répondre aux questions des gens. On va y revenir un petit peu plus tard. Et on a le dernier post qu'il a publié, c'était à la fin de mars 2001. Donc, environ son épopée sur le web et à notre époque, si on veut, a duré environ 6 mois. À cette époque-là, en fait, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça avait vraiment pas fait tant de bruit que ça sur le web. On n'en a pas entendu. Moi, j'en avais pas entendu parler non plus. Mais c'est vraiment vers 2003 que plusieurs sites web se sont mis à prendre l'information et à créer des histoires et créer un peu une creepypasta, si on pourrait dire, de l'histoire de John Titor. Et là, ça s'est un petit peu répliqué un peu partout sur le web, pas toujours en reprenant exactement les dates que lui prenaient les gens construisant un peu une histoire avec ça. Et ça l'a fait lever le phénomène. Là, c'est là qu'il faut commencer à s'ouvrir l'esprit pour ce qu'on va vous raconter. On va prendre une grande respiration, Seb. Là, on va inspirer et puis on va s'ouvrir l'esprit un petit peu. On va prendre une gorgée de bière aussi. On embarque dans des concepts qui dépassent parfois la raison, si on veut. Mais on est ouvert d'esprit ici à Distorsion. Tout le monde est prêt. Donc, allons-y. Titor, c'est comme quelqu'un qui est passé dans nos vies pendant 6 mois en l'an 2000. Il a été très généreux de son temps. Il a publié énormément de messages. Sérieusement, vous pouvez aller en voir. Oui. Là, je crois que c'est au johntitor.com. Oui, entre autres, oui. Il y en a vraiment beaucoup. C'est une grande encyclopédie de toutes les conversations qu'il y a eu. Il a aussi entretenu des discussions avec une radio, le Coast to Coast AM, via des fax. Oui. En fait, il répondait à des questions des journalistes, il répondait par fax, et puis il a été très généreux de son temps pendant cette courte période de temps-là. C'est comme quelqu'un qui est passé dans nos vies là, à une certaine époque et puis qui est reparti tout bonnement. C'est ce qui entretient beaucoup le mystère autour de lui. Mais dans ses messages, Titor prétendait être un soldat américain basé à Tampa, en Floride. Il a toujours habité dans l'État de la Floride, apparemment, à l'époque où il vivait, soit en 2036. Il a été affecté à un projet gouvernemental de voyage dans le temps et il a été renvoyé en 1975, comme tu le disais plus tôt, Seb, pour récupérer le fameux IBM 5100 qui, selon lui, était nécessaire pour déboguer divers programmes informatiques qui existaient en 2036. Mais il y a vraiment un genre de mythe autour de cet ordinateur-là. Oui, l'IBM 5100, c'était le premier ordinateur personnel qui a été conçu et surtout commercialisé par IBM. Puis on s'entend, la conception a débuté dans les années 60, début 70, et le produit est sorti en 75. Et à l'époque, c'était même 2 ans avant le Apple II, qui était quand même un ordinateur personnel qui était extrêmement populaire. Et ce premier ordinateur, juste pour vous faire c'était quand même un ordinateur où on pouvait à peine, on branchait un écran, mais monochrome, c'était vraiment la base. Et c'est vrai qu'à l'époque, parce que j'ai lu quand même sur le sujet, que toute l'information technique était gardée secrète parce que IBM avait peur de se faire copier par les concurrents à l'époque. Il y avait une certaine technologie au niveau du système d'exploitation, sans rentrer dans les détails trop techniques, qui leur donnait un avantage concurrentiel. Et il y avait peur de dévoiler cette époque-là. Même à l'an 2000, lorsque John Titor a publié son message, cette information-là était quand même en vase clos. Elle n'était pas tant disponible que ça sur le web. Et c'est ce qui a donné un peu de crédibilité au message de John Titor aussi, le fait qu'il connaissait des informations secrètes à propos de ce fameux ordinateur-là. Oui, exactement. Et en fait,
La raison principale, c'est que cet ordinateur-là fonctionnait sous Unix, entre autres, et qu'il y a un bug. Un vrai bug connu sous Unix en 2038 qui pourrait se produire un peu comme l'an 2000. Et lui, je vous rappelle, il provient de l'an 2036. Et la raison pour laquelle il y avait besoin d'aller chercher cet ordinateur-là, ça, je trouve ça un peu particulier comme raison, mais ils sont pas capables de reproduire l'architecture du système dans l'époque de 2036 pour tenter de résoudre le problème. Le bug de l'an 2038, je vais vous le résumer, mais si vous voulez vraiment aller voir des détails, tapez bug de l'an 2038. C'est un vrai bug qui a été découvert. C'est comme le bug de l'an 2000, en fait. Je vais vous résumer ça vraiment facilement. C'est encore une histoire de date, mais à partir du, laissez-moi une seconde, oui, ça c'est assez précis comme date, à partir du 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes, qui est un peu le temps universel, parce qu'un ordinateur, à la base d'un fonctionnement d'un ordinateur, il y a une horloge interne qui fonctionne continuellement, et c'est ce qui time tout le fonctionnement d'un ordinateur. Dès qu'elle va dépasser le 3h14 8 secondes, c'est vrai qu'au niveau de la mémoire, la mémoire des systèmes d'exploitation de 32 bits, là, pour les geeks de la gang, là, le 64 bits, ils n'auront plus ce problème-là, mais ça fait éclater la mémoire. Donc, il y a un overflow, et c'est vrai que les systèmes pètent. Heureusement, ce bug-là a été quand même découvert il y a plusieurs années et il va être réglé. Il n'y a pas tant de systèmes Unix. Il y a beaucoup de systèmes Unix, mais on n'aura pas les impacts de l'an 2000. C'est un peu pour ça qu'on n'en entend pas parler. Mais c'est la raison principale pour laquelle John Tyler a voulu récupérer cet ordinateur-là pour pouvoir régler ce bug-là de l'an 2038. Donc, si on le regarde, cet ordinateur-là, oui. ce IBM 5100, en fait, c'est plutôt beau, hein. C'est un bel objet, mais ça ressemble un peu à rien, là. On dirait un genre de... La taille de l'écran, tu sais, c'est tout petit. Oui, j'ai de la misère à le décrire. Imaginez une imprimante, là, une genre de boîte métallique de la forme d'un vieil imprimante beige, là, des années 80, même ça date des années 70. Et puis, il y a un genre de clavier qui est greffé à ça avec des belles touches mécaniques, là, blanches. Bien hautes. Bien hautes, oui. Et puis, il y a un mini-écran, là, à gauche, imbriqué là-dedans, qui est pas du tout à une hauteur ergonomique. Et puis, il y a un genre de port, là, de tape, en fait, de cassette, de ruban cassette qu'on insère à la droite. Donc, une grosse fente, là, dans laquelle on rentre cette grosse cassette-là. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, mes premiers ordinateurs, mes jeux avec mon Coco 3 ou mon TRS 80, c'était des cassettes audio. En fait, c'était pas de l'audio qu'il y avait dessus, mais tout le logiciel était enregistré sur des cassettes. À cette époque-là, c'est comme ça il fallait charger le programme en mémoire, donc faire jouer la cassette. Et c'était un peu le même principe. À l'époque, il n'y avait pas de disquette, donc c'était vraiment des grosses cassettes qu'on entrait pour sauvegarder la mémoire. Une de ses particularités, on conclut là-dessus, là, sur le IBM 5000, mais c'est que justement, il était très, très précis dans son écriture sur les cassettes, ce qui prenait beaucoup plus de temps à enregistrer, mais la mémoire était les données étaient plus conformes. Tyter, il prétend que lui et 6 autres militaires ont été choisis spécialement pour cette mission-là, étant donné que son grand-père paternel était directement impliqué dans l'assemblage et la programmation du 5100. Tyter, il prétendait aussi être en escale en l'an 2000 pour des raisons personnelles, un peu comme tu l'as dit, et pour collecter des images perdues de la guerre civile, qui, selon lui, là, on va revenir sur ses prédictions, mais il prétend que en 2004, il y a une guerre civile qui débute aux États-Unis. Et apparemment qu'il voulait aussi rendre visite à sa famille, dont il a parlé très souvent dans ses messages, ce qui est assez particulier. Donc, il voulait, en allant voir sa famille, je présume que ça provoque un peu un changement là, au niveau temporel. Mais il doit essayer de le faire discrètement. Je sais que par rapport au fait que il mentionnait qu'il voulait aller se rencontrer lui-même et à cette époque-là, en l'an 2000, il avait seulement 3 ans parce que selon ses dires, il est né en 98. Mais il disait qu'il est allé côtoyer son lui-même, mais sans dire que c'était de toute façon à 3 ans, tu peux pas figurer que tu pourrais pas, quelqu'un arriverait à 3 ans puis t'a dit que c'est ton toi qui vient du futur, tu pourrais pas figurer ça. Mais il donne pas beaucoup d'autres détails. Je pense pas qu'il a tenté de bouleverser le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, là, justement. On va y revenir même, il y a un effet à ça, il y a un nom à cet effet-là.
Titer a également déclaré qu'il essayait depuis quelques mois d'alerter la population à propos d'une menace de propagation d'un virus, la fameuse maladie de la vache folle qu'on a connue là, au niveau des produits du bœuf. Et aussi, il voulait alerter la population d'une possible guerre civile aux États-Unis. Interrogé sur ses prédictions par un membre du forum en ligne, John Titer a également exprimé son intérêt pour des mystères tels que les ovnis, par exemple, qui sont toujours inexpliqués à son époque en 2036, ce qui est quand même particulier. Mais c'est pas si loin en 2036. Non. On a tendance à... C'est vrai qu'à l'an 2000, c'était... Il n'y a pas des voitures qui volent, là. Ben oui, ça, c'est assez drôle. On était tellement convaincus qu'à l'an 2000, on allait tous voler. Là, on a de la misère à avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Titer a suggéré que les ovnis et les extraterrestres pourraient être des voyageurs de beaucoup plus loin dans l'avenir que son propre temps, avec des machines à voyager dans le temps qui seraient même supérieures à celles des humains de 2036. Et ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans la littérature conspirationniste ou même sans aller à ce niveau-là, dans la littérature Internet, je dirais, d'avoir la notion comme quoi les extraterrestres sont des voyageurs du temps, mais en fait, c'est peut-être des humains, mais d'une époque future. Ils viennent pas nécessairement d'une autre planète. C'est comme dans V, ça, me semble. Oui, c'est vrai. Parlons-en de cette fameuse machine à voyager dans le temps, parce que John a été généreux. Il a publié des photos, comme il nous le proposait de faire au début, mais il l'a fait. Il a publié plusieurs photos pas du prototype, on a toujours tendance à dire le prototype, mais de l'appareil en tant que tel, qui est un gros boîtier qui a l'air, on dirait un gros ordinateur, en fait. Oui. Qui contient plein de pièces qu'on va vous décrire, dont justement à l'intérieur, il y a 3 ordinateurs, il y a des horloges au césium, qui est un élément chimique, il y a des capteurs de gravité, des systèmes de refroidissement et de ventilation par rayon X, il y a un collecteur d'injection d'électrons qui modifie la masse et la gravité des microsingularités, et tout ça a un des liens, et de plus, ça termine avec 2 unités magnétiques qui sont utilisées pour les doubles microsingularités. Et ça a un lien avec ça. On vous laissera explorer par vous-même si vous avez de l'intérêt pour la singularité gravitationnelle, qui est un concept de voyage à travers le temps qui est basé sur les théories d'Einstein et tout ça. Ça dépasse vraiment le cadre de l'épisode. Mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Mais quand on regarde l'image en tant que telle, c'est vrai, je sais pas toi qu'est-ce que ça dit. On dirait en fait un gros bateau composé de pièces informatiques. Oui. C'est un peu ça. Il y a rien de particulier en tant que tel à l'œil, du moins. Ça ressemble pas au convecteur temporel non plus de Doc Brown. C'est difficile aussi de mettre une échelle à ça. Donc, John Titer, il a posté un diagramme et puis il a posté aussi, non seulement ça, mais il a posté une vraie photo, John Titer, de cette machine-là. Pas seulement le diagramme. Et là, on voit un peu plus, là, on voit des genres de fils de téléphone. Ça a l'air d'une genre de machine qu'on pourrait retrouver dans les vieux Star Wars. Là, c'est ça qui est un peu étrange. Pour quelqu'un qui vient de 2036, le produit en tant que tel semble pas être actuel, ou du moins même en 2017, je trouve que même dans sa conception et son design ne reflète pas l'époque actuelle. Ressemble pas à ton nouveau Google Home. Ça. Non, exactement, qui est tout beau. Oui. Mais le truc là-dedans, c'est que tout ce que décrit John Titer dans la description de cette machine à voyager dans le temps va être quand même approuvé d'une certaine façon par des membres de la communauté scientifique. C'est-à-dire que quand tu lis les descriptions, sur papier, théoriquement, ça fait du sens. Ça pourrait être utilisé, ces éléments-là, pour faire un potentiel voyage dans le temps. Oui, exactement. En fait, j'ai lu, puis comme je parlais avec Émile avant qu'on enregistre, il y a des concepts qui sont tellement durs à comprendre pour nous, qui sont de physique très, très avancée. Mais c'est vrai que ça faisait du sens, puis j'ai vu plein de scientifiques, justement, endosser et approuver ce qu'il disait que ça fait du sens, tout simplement. Mm-hmm. C'est ce qui persiste à croire que cette personne-là, soit que c'est un physicien très, très avancé ou c'était vraiment quelqu'un qui vient du futur. Oui. Et évidemment, ce qui est fantastique là-dedans, avec tout voyage dans le temps, on a besoin d'une voiture cool. Mais l'histoire de John Titer, justement, présente une voiture parce que l'appareil en question, la fameuse machine à voyager dans le temps, aurait été installé à l'arrière d'une Chevrolet Corvette décapotable 1967.
Et plus tard, déplacé dans un camion de 1987 ayant 4 roues motrices. Moi, j'ai vu à certains endroits que c'était un Chevrolet encore, un Suburban. Oui. Mais cette fameuse Corvette 1967, je vous suggère vraiment d'aller voir cette voiture-là parce que modèle. Oui, c'est pas pour rien en fait que John Titer voyage dans cette voiture-là. C'est vraiment une super voiture. La Corvette, on se rappelle, c'est une grosse américaine, très costaude, mais celle-là en 67 a vraiment été réduite, donc elle est beaucoup plus mignonne, si on veut. Elle est beaucoup plus stylée, si on veut. Elle a des lignes un peu rétro-futuristes, là, un peu comme les voitures dans Ghostbusters, là, du chrome, des ailerons proéminents, des gros mags chromés. Elle est magnifique. Son innovation, c'était justement, elle avait des lumières de phare là, très ronds, puis elle avait ce qu'on appelle un single backup light, donc une lumière pour reculer, une lumière de reculon, en fait. À l'époque. Oui, elle en avait seulement une au-dessus de la plaque, donc ça lui mettait un certain style assez unique. Et là-dedans, là, pour les amateurs de voitures qui écoutent Distorsion, il y avait un carburateur 4 barils qui pouvait développer jusqu'à 560 HP, donc c'était assez costaud comme voiture. Il y a certains modèles où on n'avait pas le choix de leur mettre de l'essence de course là, spécialisée là-dedans qu'on trouvait pas partout. Et ça pouvait faire de 0 à 100 km en 5,8 secondes. Impressionnant quand même. Oui, une magnifique voiture. Tyler a partagé plusieurs numérisations du manuel, en fait, de l'unité de déplacement temporel C204, qui est le nom de la machine à voyager dans le temps, avec des diagrammes et des schémas, en plus des photographies qu'on vous a parlé, justement, de l'appareil qui était installé dans la voiture. Tyler prétendait que le modèle de physique quantique d'Everett Wheeler, mieux connu sous le nom de l'interprétation multimonde, était correct, donc les mondes parallèles qui sont existants. Donc, si on traduit ça, en fait, c'est dès qu'il y a un changement, si je comprends bien, ça crée un autre univers parallèle à celui-là. C'est-tu comme ça que tu l'interprètes, toi, Émile? C'est un peu comme ça que je l'interprète aussi, ce qui explique un peu le fait qu'il a pu aller se voir lui-même selon sa théorie. C'est-à-dire que lorsque tu fais un voyage dans le temps, selon sa théorie à lui, puis pas seulement lui, là, en fait, ça rejoint, on en a parlé un peu dans l'épisode de Max Pierce, des différentes dimensions et tout ça. Je vous incite à aller le réécouter dans notre saison 1. C'est un épisode un peu similaire, là, où on aborde des thèmes similaires. Même chose sur l'effet Mandela. On traite de différents univers. C'est pas vrai que lorsque tu perturbes quelque chose dans le futur ou dans le passé, ça va avoir autant de changements que ça dans cette ligne du temps-là, parce que les gens évoluent justement dans deux univers parallèles. Donc, ce que tu fais dans un n'égale pas nécessairement des changements dans l'autre. Puis ce que lui indique aussi, c'est que lorsqu'on fait un changement dans le temps, il y a certains petits détails qui sont altérés. Apparemment qu'il y a un genre de taux de fidélité de 95%, je dirais. Donc, il reste un 2,5, un 5%, si on veut, de facteur de risque qui fait en sorte que certains petits détails pourraient avoir changé dans le cours du passé. C'est la marge d'erreur. Les Berenstein Bears. Simplement pour préciser un peu c'est quoi la physique quantique, comme Titer nous le mentionne à plusieurs reprises. La physique quantique, c'est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques qui sont nées au 20e siècle, qui, comme la théorie de la relativité de Einstein, marque une rupture avec ce que l'on appelle maintenant la physique classique, qui regroupe par définition les théories et principes physiques connus au 19e siècle. C'est une physique nouvelle génération, mais qui permet plein de choses. Donc, les gens qui étudient la physique quantique, non seulement ils étudient la théorie de la relativité d'Einstein, mais tout ça, ça touche aussi au voyage extratemporel. Oui, justement, ce qui explique pour la théorie dite quantique, ça décrit le comportement des atomes et des particules. C'est un peu ça, voyager dans le temps. On déplace, nous, l'être humain est composé d'atomes et de particules, on le déplace dans le temps. Ce que la physique classique, en fait, n'avait pu faire de ce qu'on peut comprendre. Et ça permet d'élucider vraiment certaines propriétés du rayonnement électromagnétique qui restaient quand même inexpliquées au niveau de la physique classique. Pour vous donner quelques exemples de la technologie moderne qu'utilise la physique quantique, c'est pas juste soit on en entend parler surtout avec les ordinateurs quantiques, puis c'est un concept qu'on a de la misère à figurer en tant que tel, le concret, ce que ça fait, mais dans le quotidien, c'est ce qui aide au fonctionnement des lasers, de plusieurs composantes électroniques qu'on a dans nos ordinateurs, dans nos lecteurs CD, les IRM aussi qui
sont pour le cœur, le cerveau et tout ça. Les analyses de tout ça sont utilisées grâce aux théories appliquées de la physique quantique. Titer a déclaré que c'était la raison pour laquelle que le paradoxe du grand-père qu'on vous parlait tout à l'heure ne se produirait pas. Explique-nous ça. Suivant la logique de l'argument, Tyler tuerait un autre grand-père de John Tyler dans un autre calendrier que le sien, en fait. Donc, le paradoxe du grand-père est impossible. Donc, ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que dans l'univers où ce qu'il est, le grand-père qui va tuer, c'est pas nécessairement le même grand-père dans l'autre univers qui a été son grand-père. C'est un peu ça que je comprends. Mm-hmm. Donc, chaque univers un peu parallèle. Parce que pour vous donner un exemple encore plus concret de la théorie, le paradoxe du grand-père, c'est dans Retour vers le futur, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense pas divulgacher, là. C'est un film de 1980. On a le droit. Là. On a le droit. Quand Marty, justement, retourne dans le passé et que c'est lui, que sa mère tombe en amour avec lui au lieu de son père et que, justement, il s'efface sur sa photo de famille. En fait, pas lui en premier, mais les membres plus vieux s'effacent au fur et à mesure que l'histoire. Oui. Mais c'est un peu ça le paradoxe du grand-père, et jusqu'à temps qu'il rétablisse l'histoire et que finalement il a pu matcher Lorraine avec son père. Donc bref, c'est un peu ça le paradoxe du grand-père. Ça a un peu détruit mes illusions de Retour vers le futur quand j'ai lu la théorie que le paradoxe du grand-père était impossible. Titer, comme on l'a dit plus tôt, il a été très généreux, puis il a donné quelques interviews ou même des sessions de questions-réponses sur Internet. Et puis, il a décrit vraiment en détail plusieurs aspects de sa vie, notamment, il nous a vraiment décrit en détail ses mémoires de 2036. Et là, je vais vous traduire quelques commentaires qu'il a fait sur les forums. Lorsqu'on lui demande quels sont ses souvenirs de 2036, John Titer va être quand même assez verbeux. Là. Il va décrire en détail vraiment ses mémoires. Il va répondre « Je me souviens très bien de 2036. Il est difficile pour moi de décrire cette année en détail sans passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi les choses sont si différentes. » Donc on voit un peu son ton un peu énigmatique, un peu même poétique. En 2036, il explique « Je vis au centre de la Floride avec ma famille et je suis actuellement en poste sur une base militaire à Tampa. Une guerre mondiale en 2015 a tué près de 3 milliards de personnes. » C'est du monde, hein? Oui. Les gens qui ont survécu se sont rapprochés. La vie est centrée sur la famille et ensuite sur la communauté. Je ne peux pas imaginer vivre à quelques centaines de kilomètres de mes parents. Et lorsqu'on demande à John Titer comment notre ligne du monde est-elle différente de celle-ci, donc notre timeline de notre dimension à nous, si on veut, il va répondre « Pour commencer, le fait que je sois ici le rend différent. J'ai aussi remarqué de petites choses comme des événements d'actualité qui se produisent à différents moments, des matchs de football gagnés par d'autres équipes, des petites choses comme ça. » Donc, si je comprends bien, il remarque lui-même qu'il y a eu des changements au cours de l'histoire que lui a traversé, dans le fond. Oui, exactement. Ah, c'est intéressant. Quand même. Les oursons Berenstein. Quelqu'un lui demande par la suite, « Pouvez-vous expliquer quel est le but du voyage dans le temps dans le cadre de votre ligne du monde à vous? » Et là, John Titer va répondre, « En 2036, beaucoup d'efforts sont déployés pour réparer notre environnement. J'ai été envoyé en 1975 pour obtenir un système informatique et le ramener à l'an 2036. Le voyage dans le temps n'est pas un secret en 2036 et je m'attends à ce qu'il devienne plus commun dans votre ligne du temps. » Lorsqu'on lui demande pourquoi le voyage dans le temps est-il utilisé, donc à quoi ça sert, John Titer va répondre « À l'heure actuelle, il est utilisé pour obtenir des informations ou des éléments qui seraient utiles pour ramener un monde d'après-guerre à un état normal. » Il va dire « Il y a aussi 7 autres voyageurs du temps dans mon unité. » Lorsqu'on lui demande « Où vont les voyageurs temporels ?» il va répondre « À l'heure actuelle, la plupart de nos missions pratiques ont lieu entre 1960 et 1980. Il y a beaucoup de recherches sur les périodes ultérieures et futures, mais plus vous allez loin dans le temps, plus la divergence de confiance de la ligne mondiale est faible. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le pourcentage de différence. Donc, plus on fait un voyage qui est long, plus il risque d'avoir des différences. Donc, c'est pour ça que lui, il voyage à des courts temps, des courts intervalles, exactement. On lui demande directement là, comme ça, là, est-ce que le cancer ou le sida a été guéri en 2036? Il va répondre que le sida n'a pas été guéri, mais que le cancer, il y a eu certains progrès. On lui demande par la suite, est-ce que les gens savent où vous êtes
ou pouvez-vous communiquer avec les gens de votre époque? Et là, John Titor va répondre « Non, ils ne savent pas où je suis et je ne peux pas communiquer avec eux. » Idée intéressante cependant. De leur point de vue, je reviendrai presque exactement au même moment où je suis parti, mais aussi de leur point de vue, je vais quand même avoir vieilli plus que prévu. Donc, le temps passé dans l'autre dimension va le faire vieillir quand même lorsqu'il va retourner dans sa période actuelle, de ce que je comprends. Oui, son corps vieillit, mais lui, dans le fond, s'il est parti, par exemple, le 1er janvier 2036 et il retourne le 1er janvier 2036, pour son entourage, il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que s'il a voyagé entre-temps, ça devient... On a de la misère à conceptualiser ça vraiment. Dans notre tête, hein, des trucs. Son corps est plus vieux parce qu'il se déplace dans le temps. Mais dans le fond, si tu as voyagé pendant 50 ans, c'est vrai que ton corps est... c'est un concept dur à traduire dans notre tête. Titor aussi, il affirmait que sa mission en tant que voyageur temporel était de façonner une chronologie dans laquelle de nombreux événements chaotiques de son temps, y compris la Troisième Guerre mondiale et la guerre civile aux États-Unis, ne se sont jamais produits. Aucune famille de John Titor ou Titor n'existe, ce qui signifie que Titor a utilisé un pseudonyme. Théoriquement, il y a le jeune John Titor qui vit actuellement en Floride, qui a côtoyé sans le savoir le John Titor du futur. Un peu comme qu'on vous disait, là, quand il est retourné voir sa famille, il mentionnait d'y avoir été discrètement, d'approcher lui-même. Oui. Aussi, vous allez voir, on y arrive tranquillement, mais John Titor a fait plusieurs prédictions parce que qu'est-ce que tu fais lorsque tu rencontres un voyageur du temps? Tu lui demandes des questions sur le futur, évidemment. C'est la chose à faire. Et puis, il y en a fait plusieurs. Vous allez voir, Seb va nous en parler un peu. C'est difficile de voir des choses concrètement là, qui se sont réalisées précisément selon ses dires. Mais on va voir qu'il y a quand même des choses qui se rapprochent de ces prédictions. Oui, effectivement. L'une de ses premières prédictions de Titor fut que le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, découvrirait la base du voyage dans le temps vers les années 2001 avec la création des trous noirs miniatures. Selon lui, il allait découvrir ça environ 6 mois après son départ, qui est en janvier 2001. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, malgré que le CERN a effectué bon nombre de tests durant cette période-là, à ce propos-là. Il y a même eu un article qui a été publié au moment où il avait prédit des trous noirs miniatures créés par le CERN. Pour certains, ça a été pris quand même comme une preuve de son affirmation. Par contre, l'intérêt et les connaissances envers le CERN étaient beaucoup moins prononcés que maintenant. Donc, Titor avait quand même une bonne connaissance de base du domaine là, pour l'époque. C'est ça qui est bluffant, en fait. C'est son nombre on veut bien démolir là, toutes ces théories et ces prédictions, mais il y a quand même une base solide là, qui fait en sorte que on peut pas le prendre comme un fanfaron. Là. Non, c'est quelqu'un qui avait énormément de connaissances. S'il n'a pas voyagé dans le temps, c'était quelqu'un, un vrai scientifique. Autre chose, la guerre civile qu'il avait prédit n'a pas éclaté après l'élection présidentielle américaine de 2004, ni les conflits ou la participation militaire en 2012. On vous a pas tout élaboré ses prédictions par rapport à ça, mais selon lui, il y a eu énormément de conflits aux États-Unis. Même les États-Unis allaient se reconstruire en 4 ou 5 États indépendants. On se rappellera qu'ils sont une 50aine actuellement. Par contre, les tensions civiles aux États-Unis étaient moindres au début des années 2000. Donc, pour certains, on pourrait interpréter cette prédiction-là comme un avant-goût des conflits qu'on a vécus 10 ans plus tard, donc avec le 11 septembre, en fait. Exactement. Ce qui est pas faux. Ensuite, Titor a affirmé sans ambiguïté que les derniers Jeux olympiques auraient eu lieu en 2004 et que ceux de 2008 seraient annulés. Ça n'a jamais été clair, il n'a jamais précisé ceux d'été ou d'hiver, mais les deux Jeux olympiques ont eu lieu sans problème, sans conflit. Dans une autre conversation, Titor fait référence à un avion de l'espace. Qu'est-ce que c'est un avion de l'espace? C'est un peu particulier, le choix de mots. Hein. Pour une navette spatiale. Là. Oui, exact. Qui aurait surchauffé. Certains pourraient interpréter cela à l'explosion en fait de la navette Columbia qui a eu lieu en 2003, qui a été causée par un bloc de styromousse dans une aile qui a obstrué des conduits et amené la navette à surchauffer. Et à exploser éventuellement. Effectivement. C'est clair que ce choix de mots-là, avion de l'espace, c'est particulier. Est-ce que c'est parce que en 2036, il y a autre chose? Est-ce que c'est justement parce que nous, nos navettes là, de l'an 2000 ont l'air archaïques, ont l'air des vieux modèles, puis lui il appelle ça avion de l'espace parce que eux ils ont une technologie plus avancée? Ben ça se pourrait. C'est Elon Musk et Richard Branson qui ont des visées même pour
pour envoyer des gens dans l'espace. Là. Il y a même du développement qui est fait actuellement. Là. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez voyager dans l'espace. Peut-être qu'en 2036, c'est quelque chose qui est un peu plus commun. Au lieu de prendre l'avion pour aller en Chine, mais vous prenez l'avion pour aller dans l'espace. Cependant, parce que Titer a affirmé que l'interprétation des mondes multiples s'est révélée correcte à son époque, ses prédictions pourraient se référer à une autre chronologie et non à la nôtre, ce qui les rend, dans le fond, infalsifiables. Oui, c'est toujours une façon de justifier un peu ses prédictions. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit souvent que, de toute façon, les dates d'une chronologie à l'autre, étant donné qu'il y a une certaine marge de manœuvre de 2,5% jusqu'à 5% d'un monde à l'autre, ça se peut que les dates que 2015 dans la ligne du temps de Titer ne soient pas le 2015 de notre ligne du temps à nous, si vous me suivez. Ouais. Donc, ça veut pas dire qu'il faudrait prendre à la lettre toutes les dates qu'il indique précisément dans ses messages, mais plus voir ça comme une genre de métaphore. Oui, exact. Il y a plus un contexte à analyser. J'ajouterais le bug de l'an 2038 par rapport au système Unix. Ce qui est particulier, c'est que lui en a parlé en l'an 2000 et ce bug-là a été connu, disons, du milieu plus en 2010. Donc, c'était pas nécessairement un bug qui était inconnu, j'imagine, mais de ce que j'ai lu dans la littérature, c'est pas vraiment venu aux oreilles des informaticiens avant 2010. Cet aspect-là, je le trouve... J'avoue qu'il me mélange un peu dans toutes mes théories parce que il semblait vraiment avoir une connaissance déjà du problème 10 ans avant que le milieu de l'informatique soit vraiment, mis au courant de ça. C'est un élément qui me mélange dans mes théories à croire que c'est farfelu tout ça. Là, je commence à me poser de sérieuses questions par rapport à ça. Il avait aussi prédit d'une certaine façon des tensions qui allaient augmenter avec le Moyen-Orient, mais est-ce que vraiment, même en l'an 2000, il y avait déjà des tensions en Irak et il y avait des soldats déployés dans ces époques-là à la fin des années 90 aussi. Mais bref, c'est quand même une prédiction d'une certaine façon qui s'est amplifiée avec l'ISIS, avec Al-Qaïda plus tard et tout ça. Donc il y a un peu de vrai là-dedans, même si sa catastrophe nucléaire de 2015 dont on le constate maintenant n'est pas arrivée. Bon, est-ce que ça va nous arriver dans 2 ans parce que évidemment il y a une petite marge de manœuvre entre une ligne du temps ou l'autre, on le sait pas. Même au niveau des guerres civiles, aux États-Unis, il n'y a pas un élément de guerre civile, mais il n'y a pas si longtemps, toute l'épopée... Il y a une division dans le pays. Oui, premièrement, juste au niveau électoral. Je veux dire, quand 50% des gens votent pour un président puis 50% l'autre, c'est démocratique, mais ça reste qu'il y a quand même la moitié des gens qui sont en désaccord avec l'autre moitié des gens. Il y a encore énormément de racisme avec tout le Black Lives Matter. C'est des tensions sociales qui peuvent amener à une guerre civile. Absolument. Donc, c'est pas loin... comme on disait, c'est pas loin du contexte. Le contexte est quand même bien analysé ou bien prédit par Titer. Puis Titer l'explique dans plusieurs de ses posts aussi. Parfois, il est très philosophique. Il explique que on s'en rend rarement compte qu'on est dans une guerre mondiale, par exemple. On s'en rend compte après, lorsqu'on a une distance. Est-ce qu'en ce moment, on est dans une 3e guerre mondiale, qui est une guerre un peu plus terrorisme, cyberterrorisme et tout ça? Peut-être qu'on va le réaliser seulement dans 10 ou 20 ans, on le sait pas. Effectivement. Et puis, Titer, par la suite, en fait, pendant cet espace de 6 mois-là, comme on l'a dit plus tôt, il a été très généreux, il va poster beaucoup, mais il va disparaître à un certain moment, en fait, comme il est venu, sans laisser de traces, et il aura laissé justement sa marque via plusieurs posts sur Internet. C'est un peu comme ça que son passage se termine. Il est retourné dans sa dimension, dans sa période temporelle à lui en 2036, et il aurait laissé, il nous aurait légué toute cette belle histoire de voyage temporel. Mais il y a plusieurs théories autour de ça quand même, Seb. Un de ceux-là, en fait, laisse-nous. J'ai vu que t'as fait une petite note là à propos de Terminator. Là, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, Terminator, en fait, c'est que un des personnages principaux de Terminator, c'est John Connor. Et pour les fans de Terminator, vous devez vous souvenir de la prémisse c'est le Skynet, un peu l'intelligence artificielle qui prend possession du monde, et il y a des voyages dans le temps là-dedans. Et beaucoup de gens trouvaient le parallèle quand même assez similaire entre John Titer
et John Connor et tout le contexte de voyage dans le temps, de guerre civile, malgré qu'il fait jamais mention que de la singularité, là, mais pas la singularité gravitationnelle, mais la singularité de l'intelligence artificielle, là, qui est le point de rupture où ce que les ordinateurs, l'intelligence des ordinateurs va dépasser l'être humain, ils vont prendre le contrôle sur l'être humain parce qu'ils vont se développer plus vite que nous et par eux-mêmes. Oui. Donc c'est un peu tout ce mélange-là dans la culture populaire qui amène le parallèle avec John Connor de Terminator. Je trouvais ça quand même amusant. Donc peut-être, il y a des gens qui croient que peut-être que John Titor serait un imposteur qui se serait inspiré de John Connor. Oui, exact. Effectivement. Il y a quand même d'autres voyageurs du temps là, qui ont fait leur apparition sur le web, et j'aimerais ça quand même vous parler de quelques-uns d'entre eux à Distorsion, parce qu'il y a des belles histoires autour de ça. John Titor n'est pas le seul. On a parlé de Max Spears dans notre saison 1. Max Spears prétendait lui justement voyager d'une dimension à l'autre, mais il y a quand même quelques histoires dans les récits populaires. Un de ceux-là, c'est celui de Victor Goddard, qui est un pilote de la Royal Air Force britannique. Lui, ce qui lui est arrivé à Victor Goddard en 1935, en revenant d'Écosse, là, en fait, vers l'Angleterre, il passe devant la base de Dem, qui est une base décrépite là, qui a été bâtie pendant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il revient sur ses pas vers sa base, après avoir affronté une tempête là, vraiment extrême, en remontant des nuages, eh bien, il aperçoit encore une fois la base de Dem parce qu'il revient sur ses pas, mais cette fois-ci, elle est complètement réparée, elle est flambant neuve, et il aperçoit des avions avec lesquels il n'est pas familier. On dirait des avions d'une technologie différente qui proviendraient peut-être du futur. Donc, il est sous le choc. En plus, il voit des employés travailler sur la base là, en habits bleus qu'il décrit. Donc, une histoire qui est quand même assez intrigante, qui date de 1935, là, de ce pilote qui aurait manifestement aucun intérêt à inventer une histoire comme ça. Ce serait un des premiers voyageurs du temps là, qu'on connaîtrait dans la littérature. Aussi, il y a d'autres cas quand même assez intéressants. Celui, en fait, de ce Norvégien là, du nom de Håkan Nordqvist. Celui-là, et vous allez voir, c'est un beau sujet pour Distorsion. En 2006, il a aperçu une fuite d'eau près de son évier de cuisine. Et là, en fait, il est allé chercher ses outils pour réparer parce qu'il prétendait que c'était un tuyau. Puis, en essayant de rejoindre le tuyau au fond, il s'est penché puis il est allé sous là, son évier de cuisine. Il s'est rendu compte que le trou ne se terminait jamais, donc c'était toujours plus loin. Puis, non seulement il commence à mettre son bras un peu plus loin sous le robinet, mais il se rend compte qu'il faut qu'il lui aille avec son corps au complet. Puis non, c'est encore plus loin, donc il rentre dans une espèce de trou sans fin sous son robinet de cuisine. Et puis, il serait apparu, en fait, il aurait vu une lumière là, au bout de ce tunnel-là. Il serait réapparu en 2042 dans un genre de champ où il aurait rencontré là, son alter ego plus vieux, donc lui-même, un peu comme John Titor, mais plus vieux. Et là, celui-ci lui aurait dévoilé là, des secrets que lui seul le sait. Et puis, il aurait eu le même, en fait, tatouage au bras. Et puis, ce qui est fantastique avec le cas de Håkan Nordqvist, c'est que, en fait, vu que c'est arrivé en 2006, il a eu le temps de prendre un selfie avec son alter ego plus vieux. Oui, je l'ai vu, ce selfie-là. C'est fantastique. Il a même pris une petite vidéo et puis on voit, un homme qui lui ressemble, qui est manifestement plus vieux, qui a le même tatouage au bras. Après, on dira... écoute, si tu voyages dans le futur, que tu as un téléphone avec toi, pourquoi t'as pas pris d'autres photos? Tu sais, moi j'aurais pris plus qu'un selfie qui a l'air un peu c'est au milieu de nulle part. Là. On aimerait ça voir plus de détails, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc lui, Håkan Nordqvist aurait découvert justement un trou noir sous son robinet de cuisine. Et puis, il documente tout ça. Il a donné plein d'interviews. Là, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il explique tout ça. Moi, ça m'a troublé, en fait, ce cas-là. Je le connaissais quand même depuis un certain temps, parce que moi, j'adore les théories sur les voyageurs du temps. Puis ça m'avait quand même troublé, même si c'est facile de créer des canulars là, dans le monde d'aujourd'hui. Mais je dois avouer que ça m'a troublé.
Est-ce que tu connais Space Barbie, toi? Non, ça, je connaissais pas. Space Barbie, en fait, c'est une Ukrainienne qui vraiment reprend, si on veut, la personnalité de Barbie. Donc, elle a des gros seins, les cheveux blonds, le visage refait, tout ça. Bon, c'est une genre de Barbie là, réelle. Elle, en fait, elle prétend voyager dans le temps couramment. Elle serait même une extraterrestre en visite sur Terre pour aider les humains à devenir des demi-dieux. Donc, on serait encore, selon elle, à une étape un peu exécutaire là, de notre histoire. Et puis, le cheminement ferait en sorte que l'étape suivante serait d'être un demi-dieu. Donc, elle... Son objectif, elle dit que c'est d'être une star pop là, dans notre ligne du temps à nous pour pouvoir avoir une certaine influence sur nous. Elle aussi, elle prétend que les extraterrestres, c'est des humains qui voyagent dans le temps, donc qui viennent pas nécessairement d'une autre planète. Et puis, elle est encore très présente, Space Barbie. Vous pouvez aller la googler. Elle fait des interviews et tout ça. Elle est présente sur YouTube. Et c'est un autre cas de voyageuse temporelle. Ce n'est pas Barbie Girl. Ce n'est pas Barbie Girl. Autre chose, on en a parlé un peu là, du Centre européen de recherche nucléaire, le fameux CERN. Il y a des choses quand même assez particulière qui se passe là-bas. Oui. Hein. Il y a toujours une rumeur qui part, il y a toujours une légende urbaine. Souvent, on a vu qu'il y avait eu un supposément rite satanique là, dans la cour intérieure du CERN. Donc, il y a plusieurs sujets de distorsion à faire avec ça. Puis, les employés du CERN cultivent toujours cette image de mystère-là avec toujours un peu d'humour. Donc, ils laissent toujours sous-entendre que tout est possible au CERN. En fait, une des choses qui expliquerait un peu les études qui sont faites en lien avec le voyage dans le temps, c'est entre autres, et là je me suis forcé, j'ai trouvé un mot français pour le The Great Hadron Collider. En fait, c'est le grand collisionneur de hadrons. En fait, c'est cette machine là qui est en fait la plus grande machine dans le monde. Je savais pas que c'était le cas. C'est justement une machine qui sert à percuter des hadrons, donc des éléments nucléaires, et puis c'est 27 kilomètres là, sous la frontière France-Suisse. Quand même, c'est pour ça que c'est la plus grande machine au monde. Et c'est des genres de tunnels, et puis c'est là-dedans justement que les particules nucléaires sont accélérées. J'imagine que la profondeur, c'est pour protéger l'humanité. Oui. L'humanité, les humains qui sont là, des rayons, des réactions, des émanations nucléaires. Et ça a coûté ce truc-là des milliards. Là. J'ose pas vous dire. Là, c'est incroyable les investissements faits dans ce collisionneur de hadrons. Ça a été construit entre 1998 et 2008, donc ça a pris 10 ans même avant qu'ils fassent des études là, concrètes. Ils ont fait des tests, mais rien de très concret. Là, je vais vous raconter une histoire assez intrigante. En 2009, il y a un avion de Air Comet, un Airbus A330, qui devait atterrir à Santa Cruz, en Bolivie. Et en fait, il serait atterri lorsque il aurait contacté la base de Santa Cruz en Bolivie. On lui aurait refusé l'accès parce qu'apparemment que c'est pas là qu'il se situe. Puis lorsque les pilotes auraient regardé la carte, ils se seraient retrouvés à Santa Cruz en Espagne, donc plus de 5500 milles plus loin. Les passagers ni l'équipage, là, il y a personne qui a rien vu aller, incluant la traversée de l'Atlantique. Donc, quand même assez majeur comme événement. Non, c'est pas juste un fail de GPS. Là. C'est pas juste un fail de GPS, exactement, de Google Maps. Là. Le tout, en fait, serait survenu exactement un jour où le CERN effectuait des tests sur la machine. Parce qu'évidemment, ils doivent le dire quand ils font des tests, parce que c'est quand même un gros truc. Ils auraient même fermé temporairement le collisionneur le lendemain de cet incident. Ce jour-là, apparemment, il y aurait eu une onde de force qui aurait coupé l'électricité à plusieurs endroits dans la région bolivienne et le temps se serait interrompu selon certains théoristes. Le CERN a émis une hypothèse, toujours avec un peu d'humour, qu'il est possible que leur expérimentation, là, ça perturbe l'espace temporel. Donc, rien de moins, eux, ils vont sortir un communiqué en disant « Oui, ben c'est normal, on fait des recherches comme ça. » Puis, ils ont affirmé, là, puis là, c'est là que ça devient un peu ridicule, mais selon eux, c'est vrai. Ils ont affirmé qu'un oiseau avait laissé tomber un bout de pain baguette sur le collisionneur entre la frontière Suisse et France, causant la panne du lendemain. Pourquoi pas? Permets-moi de froncer le sourcil, mais c'est l'explication qui a été donnée par le CERN suite à cet événement-là. Donc,
apparemment que vraiment il y aurait eu des perturbations électriques et dans les télécommunications cette journée-là, qu'il y aurait eu une vague, là, une genre de forme d'onde qui aurait balayé les Andes. Là. Donc un événement vraiment majeur. Et aussi, tiens, un truc que je veux discuter avec toi, Seb, t'en as glissé un mot tout à l'heure, un gars comme Elon Musk, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? En fait, il a expliqué justement tout récemment que il voulait développer un système pour aller où on veut sur la planète Terre en moins de 30 minutes à l'aide d'une roquette. Là. Oui, Elon Musk qui tente de développer un système pour faire pour traverser la Terre d'un bout à l'autre. Je sais pas si c'est un dérivé de l'Hyperloop, là, qui est son genre de système pour se déplacer à une vitesse extraordinaire. Tout le monde aimerait ça de 30 minutes. C'est quasiment inconcevable hein, que j'ai de la misère à concevoir comment l'être humain peut absorber la pression, tu sais, le 4G comme on dit quand on voyage à une vitesse aussi rapide que ça. Il a même aussi déjà affirmé croire qu'on vivait dans un jeu vidéo. Ça, je dois t'avouer que souvent, je me plais à penser qu'on est dans un gros Sims, puis que tout est un peu, il y a peut-être quelqu'un qui me regarde, puis qui joue avec moi. Je dois avouer que c'est une théorie que j'éloigne jamais trop de ma pensée, puis je suis pas en 100% de désaccord. Puis c'est souvent des gens d'informatique qui ont cette théorie-là, puis je sais pas si c'est une déformation professionnelle parce qu'on vient, quand tu es en informatique, tu deviens à tout conceptualiser pour faire des programmes informatiques, puis ça s'applique après ça dans ta vie en général. Puis c'est vrai que tu es capable d'appliquer des concepts, j'ai vraiment ce feeling-là aussi qu'on est peut-être dans un jeu vidéo. Je sais pas si toi, des fois, tu as cette réflexion-là, Émile, là, mais... Ben, c'est vrai qu'en lisant ce que Elon Musk a dit là-dessus, puis en écoutant beaucoup de Black Mirror, puis en faisant beaucoup de recherches pour Distorsion, ben on en vient parfois à croire des choses comme ça, je vous dirais. C'est sûr qu'un gars comme Elon Musk, pour moi, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a de la crédibilité, puis qu'en même temps, il explore ces idées-là, ces idées de voyage dans le temps, et on se rend compte que ça devient un peu plus populaire dans les médias mainstream, si on veut, qu'on en discute, qu'il y a des personnalités qui ont des opinions tranchées là-dessus, et qui sont pas pris pour des fous, par exemple. Non, effectivement, t'as raison, oui. Elon Musk, il incarne... Il y a quelque chose en lui il incarne le changement, il incarne En fait, il en faut des visionnaires comme ça, parce que s'il y a personne qui a cette vision-là, les choses, avant qu'elles soient faites, elles ont toujours l'air farfelues et irréalisables. Mais il faut quand même quelqu'un qui a une vision, puis après ça, ben, tu mets des ingénieurs ensemble pendant 10 ans, puis ils arrivent à construire quelque chose de formidable qui fait avancer l'humanité. C'est peut-être un peu ce qu'était John Titor, hein? C'est peut-être un visionnaire comme ça qui est entré dans nos vies à un moment où il y avait des grandes perturbations informatiques, où on avait peut-être besoin d'être rassuré, et quelqu'un qui est arrivé puis qui nous a amené cette histoire de voyage dans le temps d'une manière très crédible, qui fait que maintenant, 11 ans plus tard, on est encore en train d'en discuter, puis qu'il y a des personnalités vraiment connues et crédibles du milieu scientifique puis du milieu de l'innovation qui ont presque un discours similaire maintenant. Donc, je sens que les gens sont de plus en plus ouverts à entendre parler de ces concepts-là de physique quantique. Non, c'est que les théories se rapprochent vraiment de la réalité. En fait, ce qui rend la chose un peu plus crédible que lorsqu'on était en 1995 et qu'on écoutait Retour vers le futur. C'était un peu dans l'imaginaire. Il y avait rien de concret qui pouvait nous rattacher de près ou de loin à ça, le convecteur temporel. C'est une belle création, mais il y avait rien de concret. Mais de plus en plus, là, les études, la physique quantique, les ordinateurs qui ont des puissances de calcul incroyables, il y a quand même des vrais, pas seulement des théories, mais des vrais travaux qui prouvent ça, qui nous amènent à croire que ça peut arriver un jour ou l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb? Quelle est ta théorie personnelle? Je suis vraiment mitigé. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui s'est amusé avec les gens, puis actuellement, il doit rire encore parce que le phénomène de John Titor ne meurt pas du tout sur Internet. La légende, elle vit toujours continuellement avec d'autres personnes comme Distorsion qui font qui en parlent, qui font du contenu, qui font vivre la légende. Toi, Émile, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je peux pas aller plus loin que ça. Toi, un peu comme toi, je te dirais que
C'est dur à croire. Je pense qu'on n'a pas assez d'outils pour affirmer que ça peut être vrai à 100%. Donc, je penche plus du côté de la théorie, comme quoi c'est quelqu'un de bien normal, mais qui a vraiment une connaissance informatique, une connaissance qui avait ces connaissances de concept-là à cette époque-là. Donc, quelqu'un quand même d'assez bien doué aussi en narration. Il nous a amené dans un monde, et puis pour qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est que c'est crédible. C'est pas juste un commentaire sur Reddit éphémère comme ça. Effectivement. Donc, pour moi, c'est presque un outil d'éducation, puis je sens que maintenant, plusieurs années plus tard, on commence à être ouvert à avoir ces discussions-là, puis que j'ai l'impression que les univers parallèles, le voyage dans le temps, c'est un concept qui va se concrétiser d'une manière théorique, là, je dirais, au cours des prochaines décennies, là, peut-être pas comme on le conçoit, peut-être pas via une machine dans une voiture vintage. Oui, c'est ça. On verra bien. Ça risque d'être plus des expérimentations faites justement avec au CERN ou avec des particules ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on va y venir au niveau scientifique éventuellement. Et vous, chers auditeurs, on est très intéressés à savoir ce que vous en pensez. Dites-nous tout ce que vous pensez au sujet de John Titor, au sujet des voyages dans le temps. L'endroit pour le faire, c'est sur notre groupe Facebook. Donc, vous pouvez le rejoindre via notre page au facebook.com/distorsionpodcast. Très facile à trouver. Sinon, on est aussi sur Instagram, Distorsion Podcast, et sur Twitter, Distorsion Pod. Seb, est-ce que tu trouves qu'on a fait le tour de la question aujourd'hui? Je pense que oui. Un petit update aussi sur nos prochains épisodes. En fait, c'est presque le dernier. Ouais. C'est presque la fin de notre saison 2. On est très excités, on a bien aimé ça. Il nous reste un sujet, donc un épisode, je dirais, typique de Distorsion. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on vous prépare un spécial Noël avec Ars Moriendi, avec Simon Predge. Donc ça, c'est à surveiller dans le coin de Noël. On sort aussi notre épisode bonus avec The Nighttime Podcast. En fait, ça doit être déjà sorti au moment où vous écoutez cet épisode-là. Donc, allez vous chercher ça. Donc, c'est un épisode qui est indépendant de nos autres épisodes. Allez écouter ça. Et puis, on va vous revenir. En fait, on veut faire un bilan. On veut répondre à vos questions. Vous pouvez déjà nous les poser si vous voulez là, sur nos réseaux sociaux, nous envoyer un email via le distorsionpodcast.com, mais notre bilan, on va le faire en janvier parce que là, il y a plus de semaine là, avant la fin de l'année. Il y a plus de trous. Puis comme tout le monde, on veut fêter Noël avec notre famille. Oui. Après, on va prendre une pause et on va revenir pour une saison 3, là, possiblement fin février, fin février-mars. Donc, surveillez ça et puis on vous tient au courant. Seb, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous ce soir? Peu importe dans quelle dimension vous vous trouvez, les épisodes de Distorsion sont tous intemporels. Oh yes!